Bonjour, on doit traiter un autre cours concernant les notions de qualité d'image en échographie. Ce cours-là, ça permet de montrer quelques règles pratiques à respecter pour une meilleure qualité d'image en échographie. Donc, pour plus d'informations concernant les bases physiques d'échographie, veuillez voir la chaîne YouTube dont le titre est le suivant: Base physique, imagerie médicale. Dans cette chaîne, il y a un ensemble du cours de base physique d'échographie, lithotripsie, échodoppler et l'élastographie. Donc notre sommaire, c'est le suivant. Premièrement, on doit parler de l'orientation de l'image échographique, puis réglage de la profondeur, choix de la sonde, réglage du focal, réglage du gain, réglage de la gamme dynamique, application du gel échographique, dégagement d'organes en utilisant la modification de position, modification des plans d'examen et quelques aspects concernant la préparation des patients, et on termine par des références. Commençons, avant de travailler sur un échographe, sur l'élément suivant: le réglage de l'orientation de l'image sur l'écran. Voilà donc l'orientation spatiale de l'image échographique. Donc il est possible d'inverser les images sur l'écran, de telle sorte qu'en coupe transversale, le côté gauche des malades soit vu du côté droit de l'écran, bien qu'il puisse y avoir un repère sur le transducteur. Donc il est essentiel de contrôler visuellement avant l'examen quel côté du transducteur construit quel côté de l'image. Donc il faut avoir une correspondance entre le côté du transducteur et le côté de l'image affichée. Voilà notre écran. Right, c'est le côté droit. Left, c'est le côté gauche. Et le malade, voilà son côté droit, son côté gauche. Donc il faut poser la sonde de telle manière que le côté droit du malade doit être représenté sur l'écran, en côté droit, right. Et le côté gauche du patient, il faut le représenter sur le côté gauche de l'écran. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller à utiliser une marque qui se trouve sur le transducteur qui permet d'orienter le côté droit du patient pour qu'il soit compatible avec le côté droit de l'écran. Donc il est essentiel de contrôler visuellement avant l'examen quel côté du transducteur construit quel côté de l'image. Donc cette correspondance entre les côtés du malade avec les côtés de l'écran, c'est en utilisant le transducteur. Ça veut dire soit on le positionne d'une manière de telle sorte que le côté droit du patient correspond au côté droit de l'écran. Côté gauche du patient correspond au côté gauche de l'écran. Donc, la meilleure méthode est d'appliquer un doigt à une extrémité du transducteur et regarder où il apparaît sur l'écran. Et si c'est des mauvais côtés, tournez le transducteur 190 degrés, 180 degrés et recontrôlez. Sur une coupe longitudinale, la tête des patients doit se situer du côté gauche et les pieds du côté droit de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend notre transducteur, voilà, échographique. On doit poser le côté droit sur un côté ici. On doit poser notre doigt sur un côté et on doit voir sur l'écran où il apparaît. Par exemple, c'est le côté droit. Si notre doigt se pose ici et on a l'affichage, voilà ici, l'empreinte qui correspond à l'image des doigts se trouve ici, comme vous voyez ici. Donc c'est une image correcte. Donc c'est le côté droit de l'écran. Le côté droit de l'écran, il correspond à cette zone-là. Si on a
l'image des doigts se trouve ici à la gauche, donc c'est incorrect. Voilà l'image aérienne, comme on peut le voir. Voilà l'image des doigts se trouve ici au côté droit. Donc c'est cette partie-là qui doit être posée sur le côté droit du patient. Donc le droit sur le transducteur doit apparaître sur l'écran du même côté. Si l'image est du mauvais côté, tournez le transducteur de 180. Ça veut dire repositionner le doigt ici pour faire des corrections correspondantes. Ou bien, on utilise un marqueur qui se trouve sur le transducteur ici. Cette partie-là, il faut le positionner. Si c'est une marque côté droit, donc il faut le positionner vers la marque, il faut qu'elle soit vers le côté droit du patient pour avoir cette correspondance. Ça veut dire l'image du côté droit, c'est le droit de l'écran, l'image du côté gauche, c'est le côté gauche de l'écran. Maintenant, on vous montre ici l'orientation de l'image. À gauche, c'est une orientation sagittale. À droite, c'est une orientation transversale. Prenons par exemple le côté de droit. C'est une image transverse. Ça veut dire que c'est une coupe transversale. Voilà notre résultat sur l'écran. Cette partie-là, c'est le haut de l'image. Ici, c'est le bas. Par contre, ici, c'est le côté droit. Ici, c'est le côté gauche. Donc, il faut avoir quoi? Il faut que la marque du transducteur doit être vers le côté droit du patient pour que l'image doit se représenter comme vous voyez sur l'écran ici. Par contre, en ce qui concerne l'imagerie en sagittale, ça veut dire dans cette direction-là, le haut de l'image ici, ici le bas, ici c'est la tête et ici c'est le pied. Donc voilà, il faut positionner votre sonde d'une manière sagittale en respectant la marque de telle manière d'avoir la correspondance de l'image sagittale de cette manière-là. Ça veut dire toujours ici, c'est la tête, ici c'est vers le côté pied. Voilà maintenant en ce qui concerne le transverse. La marque du transducteur, il faut qu'elle soit vers le côté droit du patient pour que l'image soit bien représentée correctement. Ici c'est right, ça veut dire le côté droit du patient, ici c'est le côté gauche. Maintenant c'est l'imagerie en coronale. Voilà, coronale, donc on positionne ici. La marque doit être positionnée vers le côté, ça veut dire vers la direction de la tête. Voilà ici la marque. De telle manière d'avoir l'imagerie sous cette forme-là. Haut c'est le droit, le bas gauche, ici c'est la tête, ici c'est le pied. Pour le sagittal, la marque, il faut toujours qu'il regarde ou bien qu'il se dirige vers la tête. Donc l'imagerie, il est représenté ici. Cette partie-là, c'est vers la tête. Cette partie-là, c'est la partie inférieure, ça veut dire le foot. Ici, c'est le supérieur, ici, c'est l'inférieur. Voilà, on a fini par les règles à respecter pour avoir une bonne orientation de l'image. Soit on utilise la marque qui se trouve sur la sonde, il est bien orienté sur le patient de telle manière d'avoir une image, une représentation d'image correcte du point de vue orientation, ou bien on utilise ce qu'on appelle la technique des doigts pour faire la correspondance entre le côté droit du patient et le côté droit de l'écran, ainsi le côté gauche du patient et le côté gauche de l'écran. Passons maintenant à la deuxième règle. C'est le réglage de la profondeur. Le réglage de la profondeur, ça se fait par des boutons qui se trouvent sur le clavier de l'échographe. Ici, c'est le depth, ça veut dire la profondeur. Ici, deeper, ça veut dire plus profond. Ici, c'est le bouton de moins profond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le réglage par ces boutons-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà. Suivant la profondeur qu'on règle, on peut avoir l'une des images suivantes, soit celle-là, soit la deuxième, soit la troisième. C'est une coupe au niveau du foie et on voit ici le rein. Voilà, ici on a une profondeur qui est importante, à peu près ici 22 cm à peu près, donc d'ici jusqu'ici. Donc on peut voir le foie, le rein, le diaphragme, puis une partie au-dessous du reste. Par contre, lorsqu'on règle la profondeur, ou bien on le diminue à une profondeur moyenne, au-dessus de 22, à peu près 14, ou bien à peu près 14, voilà, la profondeur elle est diminuée, voilà le foie, le rein et le diaphragme. Par contre, au-delà, on peut voir seulement une petite partie qui est explorée. Si on diminue la profondeur, par exemple de l'ordre de 10, voilà ce qu'on voit. On voit le foie, le rein et le diaphragme. Par contre, au-delà du diaphragme, donc il n'y a pas d'espace important à explorer. Donc la profondeur, ça permet de bien visualiser notre structure et de régler la profondeur à la valeur souhaitée pour qu'on puisse avoir une image bien visible et bien agrandie sur l'écran. Prenons par exemple la première image ici. Voilà la zone qui est encore explorée, mais l'image elle est un petit peu petite. Pour une profondeur moyenne, donc il vous reste cette partie-là au-delà de rein. Voilà la structure qui nous intéresse. Pour une profondeur, pour la partie faible, ici, ça veut dire la profondeur elle est un petit peu petite. Donc on peut avoir un agrandissement dans notre structure qu'on cherche à traiter. Donc la profondeur, ça permet de jouer un rôle de zoom, si vous voulez. Maintenant, passons au choix de la sonde. Lorsqu'on dit le choix de la sonde, ça veut dire le choix de la sonde ainsi que de la fréquence à utiliser. Donc le choix d'un transducteur approprié. Le meilleur transducteur d'usage général sera une sonde convexe de 3,5 MHz focalisée à 7 jusqu'à 9 cm. C'est ça, par exemple, un exemple type de sonde convexe. Si on peut disposer de ce type de sonde, il sera nécessaire de disposer à la fois d'une sonde linéaire et d'une sonde sectorielle. Voilà un exemple de sonde linéaire. Voilà un autre exemple de sonde sectorielle de 3,5 MHz. Si on a à examiner des enfants et des adultes minces, une sonde supplémentaire de 5 MHz focalisée 5 à 7 sera utile. Prenons par exemple pour une échographie obstétricale. Si la plupart des échographies consistent en examen d'obstétrique générale, la sonde doit être linéaire ou convexe, de 3,5 ou bien 5 MHz focalisée à 7 et à 9. Voilà la sonde linéaire, voilà la sonde qui est convexe. Donc ces deux sondes sont les plus utilisées pour l'obstétrique. La fréquence utilisée entre 3,5 jusqu'à 5 MHz, le focal 7 à 9 cm. Si on ne peut se procurer qu'une sonde, choisir 3,5 MHz. La sonde de 5 MHz est plus adaptée au premier stade de la grossesse. La sonde de 3,5 MHz au stade tardif. Voilà un exemple, une femme enceinte, notre transducteur ou bien notre sonde et l'imagerie de le fœtus sur l'écran de visualisation. Donc, qu'est-ce qu'on utilise en résumé? En obstétrique, on utilise une sonde linéaire ou bien une sonde convexe, la fréquence 3,5 ou bien 5 MHz, le focal 7 à 9 cm. Pour une échographie générale,
si les examens doivent porter sur la partie supérieure de l'abdomen des adultes et sur le pelvis, ainsi que l'obstétrique, une sonde sectorielle ou convexe de 3,5 MHz focalisée à 7,9 cm est la plus souhaitable. Voilà, la sonde sectorielle, sonde convexe 3,5 MHz focalisée à 7,9. C'est d'une manière générale cette exploration de, par exemple, de haut abdomen, ainsi que des pelvis. Maintenant, passons à l'échographie pédiatrique. Pour les enfants, une sonde de 5 MHz focalisée 5 à 7 cm est nécessaire. Si on doit effectuer des échographies du cerveau des nouveau-nés, alors une sonde sectorielle de 7,5 MHz focalisée à 4,5 sera nécessaire et pourra être utilisée pour le testicule de l'adulte et locaux. Voilà la pédiatrie, une sonde linéaire de 5 MHz focalisée 5 à 7 cm, sonde sectorielle 7,5 MHz focalisée 4 à 5 cm pour le cerveau du nouveau-né, le testicule de l'adulte et de l'enfant. Voilà, et c'est une image typique de ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Voilà un résumé ici de ce qu'on a dit. Donc le meilleur choix, le second choix est pour les enfants. Le meilleur choix, c'est une sonde convexe 3,5 MHz focalisée 7 à 9 cm. Le second choix, il faut utiliser les sondes linéaires et les sondes sectorielles 3,5 focalisées 7 à 9. Pour les enfants, on utilise les sondes linéaires 5 MHz focalisées 5 à 7 cm. Une installation échographique complète. Voilà notre machine. Il y a l'échographe, ça veut dire la partie électronique ainsi de son clavier, l'écran, une prise de courant électrique, une imprimante pour imprimer les images échographiques qu'on veut imprimer, et une sonde échographique munie d'un câble de connexion à l'appareil de l'échographie, ainsi que voilà notre patient ici qu'on veut examiner. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Le choix de la sonde, ça dépend du type d'examen qu'on veut faire, ainsi que de la corpulence des patients, ça veut dire adultes, obèses, maigres, moyens, et ainsi que pour les enfants. Voilà ici, on a parlé jusqu'à maintenant du choix de le type de sonde ainsi que de la fréquence. Voilà ici l'effet de la fréquence sur les caractéristiques de l'image. L'image de gauche, c'est une fréquence de 2,8, de droite 4 MHz et de en bas 5 MHz. Donc, plus que la fréquence augmente, plus on a moins de détails. Donc, les meilleurs détails, non, c'est faux. Donc, plus la fréquence augmente, plus on aura plus de détails, comme vous voyez dans les images suivantes. Comparez par exemple l'image de 5 MHz avec l'image de 2,8 MHz, on voit que cette image-là, elle est plus contrastée que celle-là. Ça veut dire qu'il présente une bonne résolution spatiale, car les hautes fréquences, ça permet de donner des bonnes caractéristiques, ou bien ça veut dire permis d'afficher une image plus contrastée que l'image qu'on fait avec les basses fréquences. Voilà ici, fréquence 5 MHz, ici fréquence de 2,8 MHz. Donc le choix de la fréquence, il est très important pour qu'il dépend de la corpulence des patients ainsi que des détails qu'on veut voir sur notre image. Donc, si on veut plus de détails, il faut augmenter la fréquence. Maintenant, on doit parler du réglage du focal. Ça veut dire le réglage du focal. La focalisation des ultrasons,
On l'utilise pour avoir l'image la plus nette possible en ce point. Par exemple, si on part dans le domaine de la photographie, on doit parler de ce qu'on appelle la mise au point. Prenons l'image de gauche et l'image de droite. L'image de gauche, il contient un peu de flou par rapport à l'image de droite qui est bien mise au point. Ça veut dire que c'est une image très nette. Donc, si on fait une correspondance avec l'imagerie échographique, lorsqu'on fait la focalisation des ultrasons, comme les organes et les parties du corps auxquelles on s'intéresse sont situés à des profondeurs différentes, la focalisation idéale d'une sonde devrait être réglable. Si la distance focale est fixe, il faudra choisir la sonde la plus adaptée à un examen déterminé. Le meilleur choix est précisé dans chaque partie de ce matériel. Voilà ici une sonde. Voilà la structure qui nous intéresse. Si le faisceau d'ultrasons est focalisé en ce point-là qui est bien déterminé, donc on aura une bonne qualité de l'image. Par contre, si les rayons sont focalisés juste au-dessous de la peau, mais ils n'arrivent pas à la structure qui nous intéresse, ou bien au-delà de la structure qui nous intéresse, donc l'image sera de mauvaise qualité, donc ne donne pas de bonnes caractéristiques de l'image. Voilà un faisceau d'ultrasons. Ici la sonde. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les ultrasons, mais toujours il y a une zone centrale là où il y a la focalisation des ultrasons. Donc toujours, il faut mettre la structure qu'on veut étudier pour qu'elle soit très nette dans cette position-là. Ça veut dire dans cette zone rouge, là où il y a une bonne focalisation, ça veut dire que vous aurez une bonne résolution spatiale. Dans les échographes actuels qu'on a, les échographes modernes, donc il y a plusieurs zones de focalisation. On peut faire une focalisation superficielle, moyenne, moyenne 2 et profonde. Donc il peut y avoir une image nette sur toute la profondeur de l'image. Donc l'image échographique peut être construite par étapes en ajustant la focalisation électronique successivement à différentes profondeurs. Lorsque plusieurs zones focales sont utilisées, ça veut dire qu'on peut utiliser les 4 zones en même temps. La cadence d'imagerie s'en ressent. L'opérateur peut donc augmenter ou réduire le nombre de zones focales, selon qu'il souhaite privilégier l'homogénéité de la résolution latérale. Aux différentes profondeurs ou la cadence d'imagerie, il peut en outre déterminer la position de chacune de ces zones focales. Donc, plus on travaille avec plusieurs zones focales, ou bien on focalise le faisceau en plusieurs zones en même temps sur l'image, donc la cadence d'image, ça diminue. Donc on ressent que l'image ne se fait pas de manière très rapide, car il faut beaucoup de temps pour reconstruire une seule image. Par contre, lorsqu'on s'intéresse seulement à une zone bien déterminée, on peut utiliser un seul focal et on peut avoir cette zone-là qui soit très nette sur l'image. Par contre, au-delà de cette zone, on peut avoir une image normale, mais dont la résolution n'est pas meilleure que celle là où il y a la focalisation de notre faisceau. Voilà un exemple d'ajustement de la focale sur la zone principale. Comparons l'image de gauche et l'image de droite. Donc l'image de droite, comme vous voyez, c'est une image très nette par rapport à l'image de gauche, car on a bien réglé notre focale. Voilà ici un autre type d'imagerie qui permet de montrer que la résolution spatiale latérale qui est déduite de la focalisation, si on règle notre focale trop superficielle, voilà l'image qu'on a. Si on le règle de manière correcte, comme vous voyez, l'image elle est très nette. Comme vous voyez, ces structures-là, elles sont bien distinguables. Si on fait ici un réglage trop profond, on aura une autre image. Si une seule zone focale qu'on utilise, voilà un autre. Donc le fait de changer le focal, donc vous aurez un changement du contraste de l'image et surtout ce qu'on appelle la résolution spatiale latérale. Donc les images obtenues avec la même sonde fonctionnent à la même fréquence et c'est la même incidence, en faisant varier la position et le nombre de zones focales. Donc la focalisation ainsi que le nombre de zones focales, ça permet de jouer sur la qualité de l'image. Et la zone là où il y a une bonne focalisation du vaisseau,
il sera meilleur avec une bonne résolution spatiale. Maintenant, on doit parler du réglage des gains. Le gain, donc il est important de noter qu'un mauvais réglage du gain peut donner lieu à un diagnostic incorrect ou même impossible. Voilà, le réglage du gain, ça permet d'ajuster quoi? La brillance de l'image. Donc on peut travailler soit en gain général, soit en gain étagé, ajusté selon la profondeur. L'équivalent dans le domaine de la photographie, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Voilà des exemples de la photographie. Ici, l'exposition, n'est pas la même. Ici, il est trop blanc. Ici, moyen. Ici, il est noir. Donc, l'exposition ou bien la brillance de l'image change d'une photo à l'autre. Donc, c'est la même chose en échographie. Voilà notre pupitre de commande de l'échographe. On a un ensemble de boutons pour le réglage du gain étagé. Voilà, le fait de faire varier la position de ce curseur-là, on peut avoir soit cette image-là. Lorsqu'on fait varier les curseurs ou bien les positions sous cette forme-là, donc on aura une autre brillance de notre image. Et donc, ça veut dire on a essayé de changer le gain de notre image. Voilà ici un exemple de gain. Échographie des fois, à gauche, gain distal faible. Ici, c'est proximal, c'est distal. Donc ici, c'est un mauvais gain parce qu'il est noir. Par contre, ici, vous avez un gain qui est proximal. Donc c'est l'inverse ici. Vous aurez un gain distal. Par contre, à la superficie, vous avez un gain faible. Toujours le foie. À gauche, gain global élevé, car on a toute la zone, il est du haut jusqu'au bas, il a une brillance qui est très importante. Donc c'est un gain élevé, donc c'est mauvais. À droite, c'est un gain global faible. Global, ça veut dire toute l'image. Donc vous aurez ici un mauvais gain car il est noir du haut jusqu'au bas. Ici, distance moyenne, un gain à distance moyenne faible. Voilà, cette zone-là, il est faible car il est noir. Par contre, ici, vous avez un gain bien, en bas bien. Par contre, la zone centrale, elle est mauvaise. À droite, réglage correct du gain. Donc, il y a un gain qui est correct du haut jusqu'au bas. Même si les images qu'on vous montre, ce ne sont pas des images de bonne qualité, vu qu'elles sont extraites d'un document qui est très ancien. Voilà des exemples d'imagerie des machines actuelles. Voilà un gain qui est réglé en fonction par des chiffres 27, 47, 58. L'image, cette image-là, vous aurez une image qui est faite avec un gain de 27. L'image ici, c'est une image de 47. Le gain de, il est réglé à 47. Ici, à 58. Donc, vous voyez la brillance de l'image, ça change lorsqu'on change notre gain. Maintenant, passons au réglage de la gamme dynamique. La gamme dynamique règle la conversion des différentes intensités d'écho en différents niveaux de gris. Le domaine de contraste peut être modifié, donc il s'exprime en décibels. Il modifie le nombre de niveaux de gris affichés. Plus la gamme dynamique est élevée, plus deux niveaux de gris sont affichés. Voilà un exemple d'imagerie échographique. Voilà ici le réglage de la gamme dynamique. R dynamique, c'est 52. Voilà notre image. Voilà ici un écran tactile. Le réglage de la gamme dynamique, ça se fait ici. Dynamic range, 60 décibels. Ça veut dire le réglage de la notion de la dynamique. Ça veut dire la dynamique d'un système et le rapport de la plus grande à la plus faible, ou bien la plus petite valeur détectable de la variable considérée. Donc, il est noté en valeur relative sur une échelle logarithmique. Donc, il est exprimé en décibels. Donc, 10 fois logarithme décimal Imax sur Imin. Imax sur Imin. Ici, c'est une échelle de gris. L'intensité maximale est représentée ici en blanc.
L'intensité minimale est représentée ici en noir. Donc, on peut utiliser toute cette gamme dynamique, ça veut dire toute cette gamme d'échelle de gris. Donc, plus la gamme dynamique elle est élevée, donc on peut utiliser beaucoup de niveaux de gris. Plus la gamme dynamique elle est faible, on peut utiliser une faible échelle de gris. Et donc, la représentation des différentes intensités échographiques, il est lié à quelle gamme dynamique qu'on utilise. Si on utilise une gamme dynamique qui est très élevée, ça veut dire une échelle qui contient beaucoup de niveaux de gris. Si on utilise une gamme dynamique qui est faible, donc on utilise une échelle dont les niveaux de gris sont faibles. Donc, si la gamme dynamique elle est élevée, donc si on a deux structures A et B, donc on peut les différencier. Donc, il vous donne un meilleur contraste. Par contre, si la gamme dynamique elle est faible, si on a deux structures A et B, donc on n'arrive pas à les distinguer, car elles sont représentées seulement ici par une seule marche. Donc, on ne peut pas les distinguer. Donc, A, il est égal à B sur l'écran, mais sur la réalité, A, elle est différente de B. Donc, la gamme dynamique élevée, ça permet de faire un bon contraste de l'image. Donc, la résolution en contraste, donc notre sonde, ça permet de vous donner un gain de 60 décibels. Mais l'écran ne peut afficher que 40 décibels. L'œil humain ne peut voir que 30 décibels. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut adapter notre gamme dynamique à notre œil et à ce qu'on veut voir. Donc, la résolution de contraste dépend du nombre et de la répartition des niveaux de gris que peut afficher l'échographe. Donc, des différentes écogénicités qu'il permet de détecter. Donc, les différentes écogénicités qu'on peut détecter, ça veut dire qu'elles sont reliées à la résolution en contraste. Et donc, il faut revenir à un réglage qui est très important. Ça veut dire que c'est un choix de la dynamique, cette range dynamique, ça veut dire cette différence-là. Et ça veut dire qu'il y a quel choix de l'échelle de gris qu'on peut utiliser. Voilà ici un exemple de choix de la range dynamique. Ici, DR 2 sur 1, voilà, c'est un mauvais réglage. La range dynamique 5 sur 1, voilà l'image qu'on a. Si on a 10 sur 1, voilà. Si on a 26 sur 1, donc l'image sera meilleure. Donc, plus la range dynamique est élevée, donc plus vous aurez une image qui est bien contrastée. Là, on peut voir les différentes écogénicités qui constituent l'image. Donc, ici, c'est un exemple de traitement de la même image avec différentes dynamiques, comme vous voyez ici. Voilà ici un exemple ici des artères carotides. Lorsqu'on utilise une gamme dynamique de 30 décibels, c'était une gamme dynamique basse, ici moyenne 50 décibels, élevé, ça veut dire 70 décibels. Donc plus la gamme dynamique est élevée, plus on aura une distinction des différentes écogénicités qui constituent cette image-là. Donc on peut y avoir des détails sur l'image. Et donc, il faut bien régler la gamme dynamique sur votre écran pour avoir une bonne qualité de l'image. Et aussi, ça dépend aussi, on ne peut pas travailler toujours avec une gamme dynamique élevée, mais on peut travailler parfois avec des gammes dynamiques faibles. Par exemple, dans le cas du cœur, par exemple, là on peut y avoir, il y a seulement le son et quelques structures qui ne sont pas avec une très grande écogénicité. Donc, il faut utiliser une gamme dynamique qui est faible. Par contre, en d'autres structures, il faut augmenter la gamme dynamique pour avoir un bon contraste. Voilà ici d'autres exemples de la gamme dynamique. Voilà ici un vaisseau. L'image de gauche, la gamme dynamique c'est 33, ici 36, ici 72, 96. Donc, plus on augmente la gamme dynamique, plus vous aurez une bonne distinction entre les différentes structures. Ça veut dire une bonne résolution en contraste. Par contre, lorsque vous avez la gamme dynamique qui est très faible, donc il y a ici le noir et le blanc, ils sont très majoritaires. Par contre, lorsqu'on augmente la gamme dynamique, vous aurez une gamme de niveaux de gris
qui peut représenter les différentes écogénétiques que constitue cette image-là. Ici, vous pouvez régler ici votre échelle de gris, mais si idéalement c'est une image, c'est une échelle qui est souhaitable, c'est un réglage de base de l'appareil, c'est une impression globale, mais c'est une question de goût. Ça ne donne pas beaucoup d'importance. Donc on peut y avoir un exemple d'une échelle sous cette forme-là, ou bien qui peut avoir cette forme-là, ou bien celle-là, ou bien en violette, ou bien en rouge, et ainsi de suite. Mais la gamme dynamique, c'est celle qui est la plus importante. Application du gel. Le gel, donc, on applique le gel pour avoir aussi une bonne qualité de l'image. Il faut appliquer le gel entre la sonde et la podipation. Pourquoi? Car c'est en raison de ces effets d'interface qu'un agent de couplage doit être utilisé pour l'examen, pour éviter à une couche d'air d'être piégée entre la peau et le transducteur et fait une barrière à l'onde ultrasonore. Donc si on n'utilise pas le gel, donc la majorité des ultrasons ne pénètrent pas dans la peau, donc et se réfléchissent vers l'extérieur, et donc l'image sera dégradée. Et donc pour faciliter la transmission ainsi le glissement de la sonde sur la peau des patients, il faut utiliser le gel pour avoir la transmission de ces ondes ultrasonores pour qu'on explore en profondeur. Donc c'est pour cela le gel il est très important pour un examen échographique, sinon vous aurez une mauvaise qualité de l'image. Voilà ici une autre partie qu'on doit étudier pour avoir une bonne qualité de l'image en ce qui concerne les manœuvres de dégagement d'organes qu'on doit avoir dans une prochaine vidéo. Voilà, on doit avoir tout ça dans une autre vidéo. Voilà tout ça, ce sont des manœuvres qui peuvent nous aider à avoir une bonne qualité de l'image, mais vu que le temps n'est pas suffisant et pour ne pas alourdir notre vidéo, on a essayé de fragmenter ce vidéo en deux parties. La première partie, elle concerne quelques réglages à faire sur l'échographe. Et la deuxième partie, qu'on doit le faire sur le dégagement d'organes. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé seulement de ces paramètres-là, de 1 jusqu'à 7. La première partie, c'est orientation de l'image échographique, réglage de la profondeur, réglage de la sonde, ça veut dire la fréquence, réglage du focal, réglage des gains, réglage de la gamme dynamique et l'utilisation du gel. Donc tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres techniques à appliquer sur votre échographe. Par contre, les dégagements d'organes, ce sont des paramètres subjectifs, ça veut dire qu'ils sont liés à l'opérateur et au patient. Le patient, ça veut dire des points de vue de sa préparation, et l'opérateur, ça veut dire des points de vue l'utilisation de sa sonde et comment il peut dégager un organe en manipulant la sonde. Ici, c'est la pratique. Ici, ce sont les réglages techniques qu'on peut faire sur l'appareillage. Donc, je vous remercie pour votre attention. Pour la deuxième partie, concernant cette qualité de l'image qui concerne les dégagements d'organes, qui sont liés à l'opérateur et au patient, veuillez les voir dans la chaîne YouTube Base Physique, Imagerie Médicale pour plus d'informations. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo.